Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une synthèse de l'ouvrage 10 questions plus une sur l'Union européenne. Il s'agit d'un ouvrage publié en 2019, rédigé par David Kayla et Coralie Delhomme. David Kayla est un économiste français, critique du libéralisme, et Coralie Delhomme était une journaliste, malheureusement décédée en 2020. L'ouvrage s'inscrit dans la période des Gilets jaunes. Il est constitué de 11 chapitres correspondant aux 11 différentes questions qui permettent d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'est l'Union européenne, mais aussi et surtout, l'ouvrage permet de présenter diverses critiques adressées à cette entité. Le travail de Coralie Delhomme et David Kayla permet d'avoir une vision, mais surtout une vision critique de ce qu'est l'Union européenne en tant qu'institution. Il s'agit d'un ouvrage relativement court et très didactique. Il permet de comprendre les différents enjeux contemporains de l'Union européenne, notamment concernant la politique et la souveraineté française. L'ouvrage est rédigé dans le contexte de la crise des Gilets jaunes qui fut déclenchée par la volonté d'augmenter les taxes sur les carburants. Rapidement, les revendications de cette France périphérique, selon les termes de Christophe Guilluy, se diversifient et englobent des aspects économiques, sociaux, tels que par exemple la hausse du SMIC, l'augmentation de minimum retraite, la justice fiscale ou encore la protection des services publics français. Les manifestations souhaitent avoir plus de pouvoir, une souveraineté populaire plus forte, notamment au travers de la volonté de la mise en place du fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Bien que l'Union européenne n'ait pas été au cœur des discussions sur cette crise des Gilets jaunes, eh bien, l'Union européenne a finalement un impact très fort sur les politiques nationales. Et c'est ce que les auteurs cherchent à rappeler au travers de cet ouvrage qui montre que les traités et les directives européennes favorisent des politiques néolibérales et restreignent la justice sociale voulue, désirée par cette France des Gilets jaunes. L'ouvrage débute en questionnant la dimension démocratique de l'Union européenne. Les Français et l'ensemble des citoyens européens votent de façon directe au Parlement européen. Toutefois, il est important de rappeler que ce Parlement, qui existe depuis 1979 avec des élections au suffrage universel direct, ce Parlement a une influence extrêmement limitée. Ses capacités législatives sont partagées avec le Conseil européen, mais il ne dispose pas de pouvoir d'initiative. En réalité, le pouvoir jurisprudentiel de l'Union européenne est défini par la Cour de justice de l'Union européenne qui érige des traités sans véritablement de consultation populaire. Le Parlement européen, en réalité, propose des budgets avec le Conseil européen, mais il n'en contrôle qu'une petite partie. La structure du Parlement reflète finalement la somme des intérêts nationaux, mais est et reste dominée par l'Allemagne. Ce qui constitue véritablement le pouvoir au sein de l'Union européenne est la Cour de justice de l'Union européenne, mais également la Banque centrale européenne qui gère la monnaie, l'euro au sein de l'Union européenne, mais également la Commission européenne. On constate ici directement que le processus décisionnel est extrêmement complexe, souvent à la faveur de certains pays, comme notamment l'Allemagne, avec des pratiques qui vont être formelles, des pratiques informelles, mais on constate finalement que le pouvoir est assez peu démocratique au sein de l'Union européenne. On constate donc que l'Allemagne a un poids considérable au sein de l'Union européenne. On parle souvent du couple franco-allemand, mais ce terme est uniquement employé en France et pas en Allemagne. Le pays, l'Allemagne, malgré des apparences de coopération avec la France et les autres pays européens,
privilégie en réalité bien plus souvent ses intérêts et sa relation avec les États-Unis pour des raisons historiques et stratégiques. L'Union européenne, telle qu'elle existe actuellement, est marquée par un alignement de l'ensemble des pays au modèle libéral allemand. Ainsi, l'adoption du marché unique et de l'euro, qui était à la base à l'initiative de la France, a toujours profité d'abord et avant tout à l'économie allemande. Pour donner un exemple, l'euro a été utilisé sur le modèle du Deutschmark. Il existe donc des bons élèves au sein de l'Union européenne, mais également des mauvais. Un cas que l'on peut donner est celui de la Grèce. En 2009, la crise grecque, qui a subi de plein fouet la crise des subprimes, a vu un déficit public beaucoup trop sous-estimé et a obligé le pays à mener des mesures d'austérité qui ont été imposées par la Troïka. La Troïka est composée à l'époque de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne et du Fonds Monétaire International. Ici, l'objectif était de mener des réformes profondes pour réduire le déficit public du pays. En 2015, le Premier ministre Tsipras a été élu, il s'agissait d'un radical de gauche, et il a proposé des référendums pour ou contre la mise en place de mesures d'austérité. Malheureusement, il a été obligé de céder à la pression de l'Union européenne, malgré le refus catégorique des Grecs de céder à ces mesures austéritaires. Ainsi, la crise des dettes publiques a révélé les faiblesses structurelles de l'euro, exacerbées par l'absence de transferts financiers compensatoires au sein des différents pays européens, mais également la rigidité de la monnaie unique qui est l'euro. En parallèle de la situation grecque, on peut noter le cas d'un pays qui a osé rompre avec l'austérité de la Troïka. Il s'agit du Portugal qui, en 2015, décide de mettre en place des politiques de relance qui contrevient aux choix austéritaires imposés par la Troïka. Ces mesures ont permis un regain de croissance économique, de pouvoir d'achat, une augmentation de l'emploi avec une réduction significative du chômage. On a souvent parlé du miracle portugais. Toutefois, il faut noter que ce miracle a d'abord été rendu possible par des pratiques de dumping fiscal mis en place par le pays pour attirer des investisseurs étrangers afin d'inciter la création d'emplois et le développement économique. Il est important de noter que ce dumping social est entièrement contradictoire avec la logique de l'Union européenne, qui est un modèle économique fondé sur la cohérence et l'harmonisation d'un point de vue fiscal et social entre les différents pays membres. Le cas du Portugal peut nous questionner profondément sur la possibilité d'une harmonisation sociale et fiscale au sein de l'Union européenne. Nous avons des exemples comme l'Irlande qui reçoit un certain nombre de pays étrangers car elle dispose d'une fiscalité extrêmement avantageuse. L'affaire d'Apple et du dumping fiscal et social en 2016 a révélé des disparités salariales et des pratiques de délocalisation favorisant des pays à bas coût, exacerbées par l'élargissement de l'Union européenne. Les récentes tentatives d'harmonisation fiscale et sociale se heurtent toujours à des obstacles majeurs, notamment la directive sur les travailleurs détachés et les tentatives de la Commission européenne pour uniformiser les pratiques fiscales restent aujourd'hui insuffisantes, inefficaces par rapport à des pays qui ont des modèles économiques extrêmement différents, des niveaux de vie et des niveaux de richesse qui rendent impossible aujourd'hui une quelconque forme d'harmonisation, que ce soit d'un point de vue social ou également fiscal. On constate depuis un certain nombre d'années la montée du populisme au sein de l'Union européenne. C'est le cas par exemple de certains pays
qui ont mis à leur tête des partis ou des premiers ministres très à droite, voire même situés à l'extrême droite. Notons par exemple la Hongrie avec Viktor Orban ou encore l'Italie avec Giorgia Meloni. Ce populisme qui se développe au sein de l'Union européenne reflète un véritable malaise démocratique au sein de l'Union européenne et les citoyens expriment ici un besoin de renouveau démocratique face aux inégalités perçues au sein de l'Union européenne. Les problématiques de démocratie, d'harmonisation sociale, fiscale, de concurrence déloyale peuvent poser la question de la sortie de l'Union européenne ou de l'euro. Le cas du Royaume-Uni nous montre qu'il est possible de sortir de l'Union européenne, bien que le pays n'ait jamais adopté la monnaie euro, ayant toujours voulu préférer conserver son livre sterling. On constate la difficulté pour un pays qui voudrait sortir de l'Union européenne s'il a également adopté la monnaie euro. En effet, l'euro favorise les créanciers et exacerbe les divergences au sein de la zone économique européenne. Ici, les ajustements monétaires sont extrêmement complexes. Une sortie de l'euro a été notamment envisagée par la Grèce en 2015 pour permettre d'avoir un levier économique supplémentaire, mais cette sortie a entraîné un certain nombre de questions et de défis qui avaient, in fine, la possibilité de très lourdement déstabiliser l'Union européenne et la zone économique européenne. Les problématiques liées à l'Union européenne, mais également les difficultés d'en sortir, poussent un certain nombre de partis à envisager le changement de l'Union européenne de l'intérieur. Nous l'avons constaté, l'Union européenne souffre d'un déficit important en termes de démocratie. Le Parlement européen n'a que peu de pouvoir et les décisions sont souvent prises en coulisses. Un certain nombre de référendums ont été votés au sein des pays européens, comme par exemple le traité de Maastricht en France, ou encore le traité constitutionnel de 2005, mais l'on constate qu'à partir du moment où une population décide d'aller contre le développement de l'Union européenne, eh bien, les institutions trouvent des alternatives pour plus d'intégration. Cela montre une incapacité de l'Union européenne de fonctionner de façon pleinement démocratique. Pour pouvoir changer de façon profonde l'Union européenne, il faudrait une révision des traités, ce qui nécessite l'unanimité des États membres, ce qui est aujourd'hui hautement improbable, puisque les intérêts des uns sont les désintérêts des autres, et vice-versa. Par exemple, si on voulait harmoniser un modèle social sur le modèle français, l'Allemagne serait bien évidemment contre. Si on voulait une harmonisation fiscale, certains pays qui tirent leurs intérêts d'une forme de dumping fiscal trouveraient également leur désintérêt à cela. Ainsi, aujourd'hui, on parle d'une Europe des nations qui permettrait de conserver, de préserver la souveraineté nationale des pays avec une coopération intergouvernementale, ce qui permettrait, comme étant une solution pour réinstaurer la démocratie au sein de l'Union européenne. Toutefois, ces solutions ne sont que très peu envisagées aujourd'hui par l'Union européenne. Si aujourd'hui une plus forte démocratie au sein de l'Union européenne n'est pas possible, alors il reste une possibilité de sortir de l'Union européenne. Le Royaume-Uni a adopté l'article 50 du TFUE pour organiser sa sortie de l'Union européenne. Mais cette sortie ne s'est pas faite sans risque, puisqu'elle a montré un certain nombre de difficultés et d'effets punitifs qui ont été imposés par les autres pays de l'Union européenne. La sortie a demandé des négociations très importantes et on peut imaginer que pour la France, une sortie de l'Union européenne et de l'euro nécessiterait une préparation très importante en amont pour éviter le chaos financier. Ici, une stratégie
nationale de la France pourrait permettre de rétablir la souveraineté et serait une alternative politique véritable face aux politiques libérales menées en France depuis maintenant une quarantaine d'années. Sortir de l'Union européenne et de l'euro semble aujourd'hui un peu moins invraisemblable qu'il y a encore 5 ou 10 ans. L'exemple du Royaume-Uni montre qu'il est tout de même possible de sortir de ce carcan. En 2017, Emmanuel Macron avait proposé des réformes très importantes sur l'Union européenne, totalement déconnectée des réalités économiques, nationales et politiques de la zone. Ces initiatives n'ont même pas trouvé d'écho parmi les membres de l'Union européenne, relevant les tensions et les échecs successifs d'une refonte de l'Union européenne selon tels ou tels idéaux. Une véritable réforme nécessiterait d'accepter la diversité des intérêts nationaux des pays membres et de sortir du carcan supranational actuel qui impose des politiques libérales que les citoyens européens ne souhaitent pas. Pour conclure cette synthèse de l'ouvrage, il est important de rappeler que l'Union européenne est aujourd'hui confrontée à de nombreuses problématiques sur les questions démocratiques, d'inégalités économiques exacerbées par l'euro et les difficultés à harmoniser les politiques fiscales et sociales entre les pays membres. La montée des populismes et les défis liés à la désaffection des citoyens européens mettent en évidence la nécessité de réformer la structure ou alors d'en sortir. Ce contexte exige une réflexion approfondie sur le rôle des institutions européennes et leur capacité à impulser des politiques qui soient justes et durables. Je vous invite donc à lire cet ouvrage pour approfondir votre compréhension du fonctionnement de l'Union européenne et des dynamiques à l'œuvre, que ce soit tant au niveau national qu'au niveau européen. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.